Bonsoir à tous. Eh bien, écoutez, nous allons donc démarrer ce séminaire avec comme thème aujourd'hui les Seven Summits. Et puis, on étendra jusqu'à l'Explorer Grand Slam que je vais vous présenter voilà, dans quelques instants. Je vous ai préparé pas mal de photos parce que comme ça donne une bonne ambiance de ce que représentent les Seven Summits. Voilà, j'espère que vous voyez tous mon écran. Donc, les Seven Summits, c'est quoi? En fait, c'est une espèce de concept, en fait, un grand voyage, un long voyage en altitude qui a été imaginé par Dick Bass et Frank Wells. C'était en 1985, au moment de l'essor, on va dire, enfin du début d'ailleurs, du démarrage des expéditions commerciales, comme on les appelle. Et l'idée, l'objectif, c'est de gravir le plus haut sommet donc, de chacun des 7 continents. Voilà. Et donc, à ce jour, il y a à peu près 400 alpinistes qui se sont déclarés sur sevensummit.com, qui est le site, on va dire, de référence où les gens se déclarent, avec un peu de vérification tout de même de leur côté. Ça, c'était à fin 2016, mais comme ensuite, à partir de 2020, il y a eu la pandémie, on peut penser qu'on est peut-être à 600 ou 700 alpinistes aujourd'hui, et encore, j'en suis pas certain. Donc, ça reste quand même relativement confidentiel. On parle là du monde entier, avec une grande majorité d'Américains qui doivent représenter à peu près le quart. Donc, les Seven Summits, selon la liste de Messner, c'est du plus haut au moins haut, donc l'Everest d'abord, évidemment, qui est le plus haut sommet d'Asie. Ensuite, c'est la Concagua, qui est le plus haut sommet d'Amérique du Sud, le Denali, en Amérique du Nord, en Alaska, puis le Kilimandjaro, à un peu moins de 6000 mètres en Afrique, l'Elbrus en Europe, mais enfin en Russie, donc là, ça peut prêter à discussion compte tenu du contexte, le Vinson en Antarctique et le Puncak Jaya ou la pyramide de Carstens, donc en Océanie. Voilà. Sachant que dans la première liste de Bass et de Wells, c'était le Kosciuszko, le mont Kosciuszko en Australie, qui a 2238 mètres et qui est une espèce de petit monticule, voilà, qui était proposé pour l'Océanie. Mais aujourd'hui, la plupart des gens retiennent quand même la pyramide Carstens comme le plus haut sommet d'Océanie. Alors ensuite, l'Explorer Grand Slam, c'est quoi? C'est bon, donc en français, c'est le Grand Chelem des explorateurs. Et là, l'idée, c'est de prolonger donc les Seven Summits, ou d'ailleurs, il n'y a pas de sens, hein, c'est nécessaire, on peut faire tout ça dans tous les sens que l'on souhaite, par le pôle Nord et le pôle Sud. Nous avons eu la chance d'accompagner sur la partie polaire Jérôme Brisbourg, qui a été le second Français en fait à faire l'Explorer Grand Slam et le premier d'ailleurs déclaré. Mais nos informations nous disent qu'il y a eu une personne avant lui, et donc lui, il a atteint le pôle Sud. C'est l'image que vous voyez le 13 janvier 2020. Donc, il y a eu beaucoup de nez puisque c'était quelques semaines avant l'arrêt total pendant au moins 2-3 ans, voilà, lié à la pandémie. Donc, 13 explorateurs sont déclarés comme ayant fait cet Explorer Grand Slam en réalisant donc l'atteinte des pôles depuis les côtes. Donc, on reparlera de ça. Et 23 l'ont fait avec un pôle depuis la côte. On verra donc encore une fois ce que ça signifie. Tous les autres ont fait ce qu'on appelle le dernier degré. Et puis, bien sûr, il y a d'autres challenges célèbres que sont les 3 pôles. Les 3 pôles, c'est tout simplement l'Everest, le pôle Nord et le pôle Sud. Les 14-8000 qui défraient pas mal la chronique depuis quelques mois, voire 4-5 ans. Donc, c'est l'ensemble, c'est l'ascension des 14-8000 qui sont tous d'ailleurs en Himalaya, répartis sur 3 pays que sont le Népal, le Tibet, donc la Chine et le Pakistan. Et puis, on pourrait citer aussi Snow Leopard, qui est l'ascension des 5 sommets les plus hauts de l'ex-Union soviétique. Sachant que donc Expedition Unlimited propose l'ensemble de ces challenges.
Alors, pourquoi les Seven Summits? Parce que ce sont des très beaux sommets, tous, qui sont accessibles, en tout cas les premiers, euh, et proposent donc finalement un itinéraire de progression pour des alpinistes, peut-être débutants, souvent débutants. Les premiers qui ont fait ce challenge étaient plutôt on va dire des experts, mais depuis, eh bien, s'y sont essayés d'autres personnes qui ont démarré l'alpinisme par ces Seven Summits, donc un itinéraire de progression typiquement vers l'Everest. Permet de traverser des environnements exceptionnels, donc l'Alaska pour le Denali, évidemment l'Himalaya, la Papouasie, donc la jungle pour la pyramide Carstens, le Kilimandjaro, c'est la Tanzanie avec ses grands safaris, le Serengeti qui n'est pas très loin, et puis évidemment l'Arctique, l'Antarctique si on pense au Grand Slam. En gros, une grosse dizaine de Français à peu près sont arrivés au bout de ces Seven Summits, ce qui ne fait pas beaucoup de monde tout de même. Alors écoutez, on va démarrer avec le plus bas d'entre eux, hein, qui est le Kilimandjaro, qui est probablement le plus accessible aussi, donc à 5895 mètres, qui est en Tanzanie, donc qui ne présente pas vraiment de difficultés techniques, hein, c'est un trek, on va dire. L'enjeu principal de ce sommet, c'est le mal aigu des montagnes, donc le MAM. Et donc, à une époque, il était proposé en 5, voire 6 jours, mais c'est l'un des sommets les plus accidentogènes, finalement, aussi l'un des plus fréquentés. Et donc, 7 jours pour son ascension semble être une bonne façon de permettre à l'organisme de s'habituer à l'altitude, puisque de toute façon, c'est trop court pour qu'il y ait une véritable acclimatation physiologique. Mais voilà, en tout cas, ça permet à l'organisme de s'habituer en montant progressivement. Donc, plusieurs voies sont possibles. Nous, on passe souvent par la Machamé, qui est la plus classique, la plus belle aussi. Et puis, ce qui peut être intéressant, c'est justement d'aller s'acclimater, par exemple, sur le mont Kenya, donc au Kenya, qui est le deuxième plus haut sommet d'Afrique, à 5200 mètres à peu près. Il y a le mont Stanley aussi, dans les Rwenzori, en Ouganda, donc à 5109 mètres. Et on pourrait imaginer, évidemment, de faire une espèce de trilogie, ce à quoi on travaille là pour quelques personnes qui sont intéressées par cette trilogie des 3 plus hauts sommets africains. Donc le Kilimandjaro, on y va à peu près toute l'année, sauf entre mars et mai. Voilà, ensuite le deuxième plus haut sommet, c'est donc l'Elbrouz, qui est en Russie, à 5642 mètres. Et donc en fait, il y a deux versants. Le versant, on va dire, un peu basique, qui propose d'ailleurs des remontées même mécaniques, qui est le versant sud. Donc celui-là ne nous intéresse pas. Et donc nous, on part par le versant nord, qui est plus beau et plus sauvage. Donc, il y a un sommet est et un sommet ouest. Le sommet est est celui qui est à votre gauche, là. Et donc, là, on va faire le sommet ouest qui est à droite. Donc, c'est un assaut sommital qui est assez difficile. Enfin, on voit que ce n'est pas une montagne qui est très verticale, mais l'ascension est quand même très longue. Et encore faut-il qu'elle se passe dans de bonnes conditions. Depuis le camp de base avancé, on a à peu près en aller-retour 17 heures et près de 1800 mètres de dénivelé à la montée comme à la descente. Et puis, on a une météo quand même assez capricieuse qui fait que il y a un petit taux d'échec. Voilà, donc c'est un sommet qui se fait principalement en juillet et en août, parce que sinon, justement, la météo est un peu plus compliquée. Elle peut se faire plus tôt avec des météos plus stables, mais dans ces cas-là, il fait quand même très froid. Et sans jeu de mots, donc les départs sont évidemment gelés actuellement pour les Européens, compte tenu de la situation entre la Russie et l'Ukraine. Ensuite, le troisième sommet, toujours par ordre de difficulté,
c'est le Puncak Jaya, donc la pyramide de Carstens, qui est située donc en Indonésie, dans la partie ouest de l'île de la Nouvelle-Guinée, et à l'est, c'est la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Donc là, c'est la partie indonésienne. Donc c'est un grand escarpement glaciaire et calcaire qui surgit de la jungle. Le plus spectaculaire, c'est en fait le trek, quelque part le trek d'acclimatation, enfin, ou simplement pour rejoindre le camp de base de la pyramide Carstens. Et après, une fois arrivé au camp de base, une fois qu'on s'est reposé du trek, qui dure une petite semaine, eh bien, c'est une longue journée en fait d'ascension, plutôt en escalade avec des tyroliennes, des cordes fixes depuis le camp de base. Voilà, et donc le trek avec les papous reste un des éléments vraiment marquants de cette ascension. Donc avec des voies qui sont équipées, là on voit la tyrolienne. Voilà, donc ça, c'est un sommet qui est possible toute l'année, mais de préférence, nous, on le joue plutôt en début d'automne. Et lui aussi, vous allez voir, c'est vrai que c'est un peu l'hécatombe de ce point de vue-là. Eh bien, depuis 2018, il n'y a quasiment pas eu de départ du fait d'une instabilité assez importante dans la région. Il y a une mine d'or qui est très importante dans cette région et il y a souvent des conflits entre les populations locales et les responsables de la mine et globalement avec les militaires indonésiens. Il faut savoir qu'effectivement, les Papous indonésiens sont relativement opprimés depuis maintenant une quarantaine d'années et ça ne s'améliore pas. Donc évidemment, ils se rebellent et du coup, bah, la zone est fermée. À un moment donné, il était possible d'arriver au camp de base directement en hélicoptère, mais bon, ce n'est pas très intéressant d'une part, et même ça, aujourd'hui, c'est pas possible. Ensuite, toujours en ordre croissant de difficulté, bah, c'est la Concagua, qui est à presque 7000 mètres donc, en Argentine. Alors lui ne représente pas de difficultés techniques particulières, sauf bah, l'altitude tout de même, 7000 mètres. Donc après le Kilimandjaro, c'est probablement celui qui attire le plus d'alpinistes, ou en tout cas de bons trekkers, de forts trekkers. On peut avoir besoin de crampons sur le glacier, là-haut, ça dépend. Bon, donc, en général, on part sans, mais ça peut être utile quand même d'en avoir certaines années. Et donc, ça peut se trouver sur place. Donc, c'est un beau sommet, très accessible aussi d'ailleurs d'un point de vue budgétaire. Je ne sais pas s'il y aura des questions là-dessus. C'est l'un des plus accessibles. Et c'est une première expérience à 7000 mètres, ce qui en permet de commencer à envisager justement ses forces à cette altitude-là. Bon, ça reste quand même léger pour envisager l'Everest derrière, mais bon, certains le font. Mais peut-être pas avec une grande réussite quand même. Donc, on pourrait là aussi répondre à des questions si vous en aviez. Voilà, donc ensuite, on va passer au Mont Vinson, qui est en Antarctique. Donc lui, c'est une logistique assez particulière, n'est-ce pas, puisqu'on part de Punta Arenas, donc au Chili, et puis on est déposé donc sur une base qui s'appelle Union Glacier, donc en Antarctique, pas loin de la péninsule antarctique d'ailleurs. Et de là, on s'envole pour le camp de base du Vinson. Donc là aussi, c'est par la voie classique, hein, c'est toutes ces voies, enfin tout ce dont je vous parle aujourd'hui et les niveaux de difficulté sont sur les voies classiques. Donc avec évidemment de très beaux glaciers, des vues absolument époustouflantes, quelques pentes quand même à 40 degrés. Voilà la vue antarctique.
donc extrêmement, évidemment, isolé. Donc la crête sommitale est exposée évidemment à des forts vents glaciaux. Et donc l'un des principaux sujets sous peine de gelure importante, eh ben, c'est de se protéger du froid. Sachant que l'altitude très australe, c'est-à-dire 78 degrés sud, fait que pour cette altitude qui est de 4900 mètres, on est sur l'hypoxie, c'est-à-dire un oxygène raréfié bien plus important que si ces 4900 mètres étaient à l'équateur. Donc, ça en fait un sommet qui quand même se mérite entre le froid et, et le vent, principalement. Donc, c'est un sommet, enfin, la base Union Glacier est active en fait de début décembre à mi-janvier. Donc, c'est une fenêtre quand même assez courte. Et, bon, pour ceux qui sont intéressés par le Grand Slam, ça peut être intéressant de profiter de la logistique sur Union Glacier pour tenter évidemment le pôle Sud. Ça permet quand même de faire une économie assez substantielle compte tenu du budget donc de ces expéditions en Antarctique. Voilà, et puis en degré croissant de difficulté, ben, le suivant, c'est le mont Denali, à 6190 mètres. Donc, celui-ci est en Alaska, donc aux États-Unis, puis au sommet d'Amérique du Nord. Là aussi, c'est la voie classique, la West Buttress, qui peut se faire soit à ski, soit en raquette, jusqu'au camp de base avancé. Et après, c'est de l'alpinisme. Donc ça, c'est l'arrivée sur le glacier donc en avion. Donc, la particularité de cette expédition, c'est qu'elle est en totale autonomie et qu'à la différence de la plupart des expéditions dont on vient de parler et dont on va parler même avec l'Everest, eh bien, il n'y a pas de Sherpa, il n'y a pas de porteur. Donc c'est à nous de tirer une poulka, alors qui n'atteint pas 90 kilos, parce que c'est quasi impossible. Mais donc, on va faire plusieurs allers-retours entre les camps et porter 50, 60 kilos à chaque trajet. Donc, ça veut dire que chaque soir, on monte son propre camp. C'est un sommet magnifique. Donc là, vous voyez des poulkas justement qui sont tirés par des personnes qui ont l'air d'être plutôt en raquette. Alors, un peu comme le Vinson, pour sa particularité australe, ben là, c'est pareil d'un point de vue boréal. C'est un sommet qui est très nord. Et de ce fait, eh bien, on a le même sujet hypoxique que pour le Vinson, c'est-à-dire que les 6200 mètres correspondent, d'après ce que les gens disent, on n'a pas trouvé d'études qui soient très précises là-dessus, mais aux alentours de 7000 mètres. Pour l'avoir fait moi-même, la réalité, elle est sûrement entre 6002 et 7000 mètres. C'est un sommet absolument fabuleux, donc qui est très dépendant de la météo. Je connais beaucoup de gens forts qui s'y sont cassés les dents, enfin des gens vraiment très forts, parce que la fenêtre n'était pas là. Bon, là, effectivement, sur les images, on le voit, ben, de temps en temps, il peut faire beau et ça aide bien. Donc, c'est un sommet qui se fait en mai, avec un départ en mai. L'idéal de notre point de vue, c'est la mi-mai. Un peu avant, il peut faire un peu froid encore. Et après, eh bien, ça dégèle quand même très vite en juin. Voilà. Donc, mi-mai, et puis c'est une expédition qui dure à peu près 3 semaines. 3 à 4 semaines, France-France.
Voilà, et donc là, ben, écoutez, on va terminer avec les Seven Summits, avec ben, voilà, le Graal, hein, l'Everest. Donc, vous savez qu'en fait, l'Everest se tente par deux versants. Le versant sud népalais, ou le versant nord, donc tibétain. Euh, donc là, je vais vous parler, donc ça, c'est la vue depuis le versant sud, donc népalais. Donc, on va passer en quelques photos sur la partie sud, puis après, on reviendra à la partie nord. Donc, bon, la partie sud, c'est celle qui a été gravie pour la première fois donc, par Hilary et Norgay, parce que le Tibet était fermé déjà à cette époque-là. D'ailleurs, pour ceux qui sont intéressés par l'histoire de l'Everest, en fait, l'Everest a d'abord été tenté par le versant tibétain pendant longtemps. On pense notamment à Mallory et Irvine dans les années 20. Et puis finalement, le Tibet, parce que le Népal était fermé, puis le Tibet s'est refermé. Et donc, la tentative victorieuse s'est faite par le versant sud népalais. Donc, l'une des particularités de l'ascension bon, de l'Everest, c'est qu'évidemment, on est presque à 9000 mètres. Donc l'utilisation d'oxygène est nécessaire pour 99% d'entre nous. Il y a quelques personnes qui, chaque année, réussissent sans oxygène, mais ceux-là sont très rares. Et l'autre particularité, ça, cette fois-ci, c'est uniquement sur le versant sud, c'est qu'en sortir du camp de base jusqu'au camp 1, donc entre 5006 et 6002, eh bien, il y a la fameuse cascade de glace, l'Icefall, qui est quand même un démarrage assez dur d'un point de vue moral. Pas très compliqué techniquement, mais enfin, il y a pas mal d'engagement et beaucoup de stress. Et donc, y passer 2 fois, 3 fois avec les rotations acclimatation. Là, ce qu'on voit d'ailleurs, c'est qu'on commence à rentrer dans les altitudes, justement, où il y a ce qu'on appelle des rotations d'acclimatation avec voilà, des camps d'altitude qui permettent donc de préparer l'organisme à la très haute altitude. Il n'y a qu'une rotation, par exemple, sur le Denali. Il n'y en a pas sur la plupart des autres sommets. Non, il n'y en a pas sur aucun des autres sommets que je vous ai présentés avant. Donc là, on est au col sud, donc à 8000 mètres. Et donc, on entame en fait l'ascension voilà, du versant sud. Là, ce qu'on voit ici, justement, c'est l'Hilary Step. Et il faut savoir, ça c'est notre ami Yorick Vion, lors de son ascension, c'était en 2021, je crois. Il a fait à la fois l'Everest et puis derrière le Lhotse. Donc il faut savoir qu'il y a l'année dernière, enfin cette année, en 2023, il y a 500 permis à peu près qui ont été accordés. Voilà. Et le Hillary Step, justement, est un goulet d'étranglement pour les alpinistes, parce qu'il faut laisser, il faut s'organiser entre ceux qui montent et ceux qui descendent, et c'est souvent là qu'il y a quelques bouchons quand la fenêtre météo est assez courte. Voilà, alors le versant nord tibétain, là, sa difficulté, pareil, hein, c'est la même hauteur, mais sa difficulté, c'est la longue arête quand même à 8000 à partir du camp 4, avec deux ressauts qui ne sont pas massifs, mais enfin qui sont à 8000 mètres quand même. Donc là, c'est la montée du camp de base. Ça, c'est le col nord, justement, qui lui est à 7000, quand le col sud, dont on parlait tout à l'heure, est à 8. Et là, on voit très très bien la pyramide côté nord, avec le sommet. Donc là, il y a moins de permis qui sont accordés. Bon, le Tibet a été fermé là, depuis la pandémie, donc il n'y avait pas eu d'ascension depuis, enfin, peut-être pour quelques Chinois, depuis 2020. Et en moyenne, c'est plutôt 150, 200 permis qui sont accordés, donc il y a quand même moins de monde.
Et c'est plus sélectif puisqu'il était en projet, alors je ne sais pas où ils en sont parce que c'était avant la pandémie, justement, de n'autoriser qu'aux ascensionnistes qui auraient déjà un 8000 à leur actif. Donc typiquement un Manaslu, un Delaguiri, un Choyu, Shishapangma. Et voilà, donc on est arrivé ici, écoutez, à la fin donc, des Seven Summits. Juste pour l'Everest, bon, donc l'Everest se gravit au printemps, à l'automne, en hiver. Mais bon, en hiver, c'est pour quelques-uns sur cette planète. Et globalement, la plupart on va dire des cohortes tentent au printemps. C'est là aussi où les Sherpas sont les plus présents. Donc, il y a de nos jours quasiment un Sherpa et demi par ascensionniste occidental sur la partie sud, hein, népalaise. Sur la partie chinoise, on manque de statistiques depuis 4 ans, mais en gros, en tout cas, c'est minimum 1 pour 1, mais c'est souvent un petit peu plus. Mais on va dire que c'est principalement au Népal qu'il y a eu de plus en plus de Sherpas mis encore une fois, pour un alpiniste occidental. Donc, la plupart des Sherpas et tous les forts sont là en avril-mai, donc c'est un sommet qui se gravit au printemps. Et voilà, comme je disais, il est plus sélectif et plus aléatoire compte tenu des ouvertures-fermetures du Tibet par le Tibet. Voilà, donc je vous propose maintenant de parler de pôle Nord pour terminer notre voyage sur l'Explorer Grand Slam. Donc, le pôle Nord, en fait, on y accède de 2 façons. Soit pour faire ce qu'on appelle le dernier degré. Et le dernier degré, c'est le dernier degré entre 89e parallèle nord et le 90e parallèle nord. Et ça fait exactement donc 1 degré, donc 111 km. Ou alors depuis la côte. Et la côte, c'est soit depuis la Russie, soit depuis le Canada. Bon, 99% des gens ont atteint le pôle Nord par ce qu'on appelle le dernier degré. Et donc, la logistique jusqu'à 2018, puisque depuis, les pôles Nord ont tous été annulés, bien, c'était un avion Antonov, que là, vous voyez sur cette image, qui partait donc de Longyearbyen au Spitzberg pour atterrir sur une base qui s'appelle Barneo, donc non loin du 89e parallèle nord. Donc, c'est une expédition qui est évidemment unique et alors je dirais que de toutes ces expéditions, la All the Way depuis la Sibérie, encore plus depuis le Canada, probablement la plus engagée. D'ailleurs, depuis la Sibérie, je crois que personne n'a réussi à atteindre le pôle Nord depuis une quinzaine d'années à peu près. Et ils sont très peu ceux qui ont réussi à le faire. Bon, les enjeux de cette expédition, c'est le courant transpolaire, donc il y a une dérive arctique qui peut être aussi liée au vent et qui fait que quand vous vous endormez la nuit, il se peut que le lendemain, quand vous vous réveillez, vous avez dérivé de la même longueur, de la même distance que ce que vous aviez fait la veille, quoi. Autrement dit, vous pouvez lutter contre le courant pour atteindre le pôle Nord. Il y a des arêtes de compression qui sont assez compliqués à passer, surtout avec un traîneau qui est bien lesté. Et puis, il y a des leads à traverser, c'est-à-dire, vous voyez, la banquise, en fait, puisque là, on est sur la banquise, à la différence de l'Antarctique où on est sur la calotte. Et bien, du coup, parfois, elle s'ouvre et donc, il y a des voies d'eau comme ça qu'il faut traverser de façon plus ou moins simple. Parfois, ça peut même être très, très compliqué. Et donc là, on fait une espèce de petit radeau sur 2 poulkas et puis on avance bien allongé dans le traîneau avec une rame. Enfin bon,
est quand même assez unique. Voilà, donc c'est une expédition, le dernier degré, qui se fait en avril. En gros, c'est un départ le 1er avril, enfin le 1er avril, pardon, début avril. Et pour le côtier, eh bien, ça démarre 2 mois avant, puisqu'il y a 850 kilomètres. Et là, donc, il y a deux options, c'est ce que je disais. L'option difficile géopolitiquement, de toute façon actuellement, qui serait un départ par la Russie vers le cap Artichevski, ou une option encore plus compliquée qui viendrait, elle, du Canada, mais qui serait face au courant transpolaire. Voilà, donc les deux tentatives sont menées, mais encore une fois, depuis 4 ans, plus rien, puisqu'une fois qu'ils arrivent au pôle Nord, de toute façon, il faut la logistique de Barnéo pour aller récupérer ben, ces explorateurs. Donc, en fait, eh bien, il se passe malheureusement plus grand-chose au pôle Nord depuis 4-5 ans. D'ailleurs, en 2018, ben, on y était avec Jérôme Brisebourg, Michel Becker et notre ami Dixie Dancercourt. Mais voilà, plus grand-chose depuis. Là, donc, le Barnéo Hagué, puisque essaye de remonter un pôle Nord par la Russie, mais enfin, c'est compliqué voilà, pour des participants européens. Et donc, on va terminer avec le pôle Sud. Bon, ben là, pareil, hein, en fait, il y a plusieurs options. Il y a ce qu'on appelle donc le dernier degré, c'est la même chose, entre 89e parallèle Sud et 90e. Et puis après, il y a des voies plus longues qui sont presque depuis la banquise antarctique, donc enfin, depuis la glace antarctique, l'ice sheet, la banquise. Et donc, ça permet d'atteindre le pôle sud depuis la côte. Donc, il y a plusieurs voies. La Messner, qui est assez connue, Hercules Inlet également, c'est ce qu'a fait notre ami Mathieu Torder. Et puis Axel Heiberg, qui, elle, c'est celle qu'a faite notre ami Jérôme Brisebourg, dont on parlait tout à l'heure, qui a fait donc l'Explorer Grand Slam. Et c'est ce qu'on appelle aussi la voie Amundsen. Et donc, ça commence par un glacier et par une ascension très engagée du glacier Axel Heiberg, justement, avant d'arriver sur la calotte, où là, on est quand même sur un environnement beaucoup plus plat et un peu moins compliqué que le pôle Nord. Bon, il peut y avoir ce qu'on appelle les sastrugies, c'est-à-dire des déformations de glace faites par le vent. Mais bon, globalement, l'enjeu là va être le vent et le froid, même si on va le faire justement à des périodes de l'année qui sont les plus favorables, c'est-à-dire l'été austral. Notre ami Jérôme, c'est formidable de terminer avec lui. Donc voilà, c'est possible. Donc comme le Vinson, hein, il y a quelques départs, donc entre début décembre et mi-janvier. Pour les parcours plus longs depuis la côte, là c'est plutôt en général du fin novembre. Voilà, tous ne sont pas confirmés parce qu'il faut trouver les participants pour s'engager sur une durée donc évidemment plus longue, sur des budgets un peu plus importants. Voilà, pour ceux qui sont intéressés par le pôle Sud, si derrière les Seven Summits, ça vaut le coup d'en profiter de la même façon pour faire le Vinson. Voilà les amis, écoutez, c'était ce que j'avais à vous dire sur les Seven Summits et le Grand Slam. Il est 18h40, je suis incroyablement dans les temps. J'arrête le partage et donc je peux répondre maintenant à vos questions si vous en avez. Ah on a la chance d'avoir Jacques Marmet. Voilà, alors Jacques Marmet, qui est un ami de Bernard Muller, qui est un de nos amis et un guide de haute montagne renommé. Voilà, effectivement, a fait les Seven Summits et c'était le 6e Français à réussir, le 250e au monde. Merci Jacques d'être avec nous et ça, c'était en 2007. Alors, qu'est-ce qu'une arête de compression? C'est qu'en fait, merci Paul, donc c'est
Donc, comme je disais, l'Arctique, le haut Arctique et vers le pôle Nord, c'est donc de la banquise, c'est-à-dire c'est une couche de glace qui peut faire quelques centimètres d'épaisseur à quelques mètres. Et donc, lorsqu'il y a des tempêtes, eh bien, comment dire, cette banquise va se disloquer et ça peut donner donc des leads, c'est-à-dire des ouvertures donc à passer, donc des ouvertures d'eau, mais ça peut aussi donner des amas de glace qui se mettent les uns sur les autres. Et d'ailleurs, lors du dernier pôle Nord qu'on avait fait en 2018, guidé par Dixie, eh bien justement, Dixie faisait la remarque qu'il y avait très très peu d'arrêts de compression cette année-là. Ça voulait dire quoi? Ça voulait dire que en fait, la banquise fondait quasiment intégralement pendant l'été, parce que ces arrêts de compression étaient d'autant plus importants avant que la banquise ne fondait pas, évidemment, complètement, et dû au dérèglement climatique actuellement. Et donc, de ce fait, eh bien, les tempêtes hivernales, évidemment, avaient tendance à créer ces arêtes qui pouvaient devenir absolument énormes. Donc, l'idée, c'est de les contourner quand on peut, comme pour les leads d'ailleurs, mais parfois, ce n'est pas possible. Et donc, il faut passer entre. Alors oui, le budget, donc c'est un budget qui est effectivement conséquent. D'ailleurs, en fait, quasiment l'ordre que j'ai donné de l'ordre croissant de difficulté, même si ça n'a rien à voir, donne quand même des éléments de budget croissants. Et donc, effectivement, entre le Kilimandjaro qui se fait pour un budget de 3 à 4 000 euros, l'Everest, on est plutôt à 57 60 000, je ne parle pas d'équipement. Et pôle Nord, pôle Sud, le pôle Nord, faut voir quels sont les prix qu'on aura lorsque ça redémarrera, mais c'est entre 60 000 pour le pôle Nord dernier degré, ou entre 50 000, on va dire, sur le dernier degré, et puis plusieurs centaines de milliers d'euros depuis la côte, donc soit la Russie ou le Canada. Et pour le pôle Sud, eh bien, on est entre 75 et 100 000 euros. Voilà. Donc, les Seven Summits, donc du Kilimandjaro à l'Everest, on est à peu près à 160 000 euros à envisager sur une dizaine d'années, de toute façon, puisque, encore une fois, entre la Concagua à 7 000 et l'Everest à 9 000, alors le Denali est un superbe entraînement, mais enfin, il faut passer par un grand sommet de 7 000 népalais, type Imlung Himal ou Barunse, ou encore un sommet du Snow Leopard type Pic Lénine, Korzinevskaya, Moustagata. Bref, il faut être monté à 7002, 7003 sans oxygène dans des conditions vraiment alpines pour tenter l'Everest. Et comme je disais, les Chinois maintenant demandent même un premier 8000. Donc tout ça, ça fait que ça prend quand même du temps. Alors, est-ce que c'est une bonne préparation à l'Everest? C'est ce qu'on dit, c'est-à-dire c'est un chemin vers l'Everest, indiscutablement. Beaucoup l'ont pris comme ça et finissent par l'Everest, pas tous, certains les plus expérimentés qui, pendant de nombreuses années, faisaient le gros des troupes de ceux qui réussissaient ce challenge. Eux avaient pu faire l'Everest avant et le finissaient pour le plaisir d'ajouter ça à leur lettre de noblesse. Mais bon, donc pour ceux qui démarrent avec moins d'expérience, l'Everest est effectivement un peu la fin des fins. Et donc, oui, il y a d'autres façons d'arriver à l'Everest, hein, bien sûr. Et même si le démarrage est un peu similaire, enfin bon, par exemple, le Kilimandjaro n'est pas d'une utilité absolue, mais en général, on va commencer par stage d'alpinisme, un Mont Blanc, par exemple, un Elbrus quand c'est possible,
à 6000. On peut aussi aller sur le Népal, parce que c'est plus alpin, si je puis me permettre, ou plus himalayen, par exemple, avec le Mera Peak, l'Island Peak, qui sont à 6000 mètres. Enfin bref, on va monter donc graduellement, mais plutôt dans une logique d'alpiniste, ce qui n'est pas quand même le cas de la Concagua, et ben, graduellement à 5000, 6000, 7000, 8000 idéalement. Encore une fois, un Manaslu, un Choyu, et puis l'Everest à 9000. Voilà, c'est comme ça que nous, on l'envisage. Maintenant, on reçoit des appels téléphoniques de gens qui ont envie de sauter les étapes, mais ce n'est pas ce que nous allons conseiller. Est-ce qu'on est affecté par la fonte des glaciers? Oui, d'un point de vue général. Enfin, on le voit notamment dans les Alpes l'été, mais je pense que votre question concerne plutôt la haute et la très haute altitude. Et je dirais que on n'est pas affecté, en tout cas dans nos expéditions. Je lis, comme vous, que les glaciers reculent partout. Mais bon, ça ne se voit pas dans les expéditions qui concernent Seven Summit. Alors si, on le voit en Kilimandjaro, par exemple, où le glacier a pratiquement totalement disparu. Mais à part celui-là, sur les Seven, je vois pas voilà, il n'y a pas d'effet en tout cas visible. Voilà. Sinon, Jean-Claude, comment sélectionnez-vous les candidats en dehors des performances précédentes des candidats? Bah, c'est ce que je disais, c'est-à-dire que pour nous, il y a un parcours sur des centaines quand même de participants, parce qu'on a assez peu de gens qui ont déclaré un jour comme ça, je veux faire les Seven Summits, accompagnez-moi. Il y en a quelques-uns, mais c'est loin d'être la majorité. En général, c'est soit des gens qui ont déjà à leur actif quelques-uns des sommets et qui vont faire appel à nous pour les aider, pour les accompagner sur les sommets qui leur manquent. Et donc là, bon, il y a une certaine logique, sachant que le Denali quand même et l'Everest sont deux morceaux à part, dont on se méfie. Le Denali, parce que la météo peut faire que très rapidement, c'est la Bérésina au-dessus du camp de vase avancé, parce que quand on a une tempête du Pacifique avec une température normative à moins 25, moins 30, là, les choses peuvent commencer à devenir très compliquées. Et puis l'Everest, ça reste un monstre, quoi qu'on en pense. Donc en général, c'est effectivement sur une liste de courses. Et là, de la même façon qu'on n'a pas de gens qui viennent nous dire on va faire tous les Seven Summits avec vous, on en a peu. De la même façon, historiquement, on n'a jamais été trompé sur des listes de courses. Les discussions qu'on a, les premières expéditions que les gens font avec nous montrent très très vite leurs compétences et leur expérience. Donc voilà, la sélection, elle se fait déjà sur une montée progressive en puissance, des stages aussi. Hein, la plupart de ces sommets, surtout les plus hauts, font qu'il va y avoir un stage de préparation, d'ailleurs à la fois médical avec Yves Raymond et puis préparation physique et technique. Et là, si notre guide de haute montagne nous dit que la personne est à l'ouest, ce qui nous est absolument jamais arrivé jusque-là, je touche du bois, eh bien, on considérera évidemment l'inscription du candidat. Plus c'est haut, plus c'est challenging ou pas nécessairement. Je dirais que le Denali est un peu l'exemple contraire. Le Denali est vraiment une montagne extraordinaire. D'abord parce que l'environnement l'Alaska est une contrée absolument sublime, et là où le Denali est posé, sur l'Alaska Range, la chaîne Alaska, on a des vues extraordinaires. Je pense que vous les avez vues. C'est aussi vraiment un premier apprentissage de l'autonomie, puisque là, justement, à la différence de tous les autres sommets et tous les 8000, il n'y a pas de Sherpa, il n'y a rien. Donc, c'est vraiment vous qui portez votre camp et comme je disais, 90 à 100 kilos de matériel, alors pas sur votre dos, mais sur
dans votre traîneau. Ça nécessite d'affiner sa stratégie un peu tout seul. Ça veut dire chaque soir, quand on en a plein les pattes, vous le savez, bah, c'est monter son camp. Enfin bon, c'est à l'ancienne, hein. Les anciens doivent rigoler en m'écoutant, parce que c'était comme ça que tout se faisait il y a 40 ans. Mais aujourd'hui, c'est vrai qu'on est beaucoup assisté sur les sommets himalayens. Ça donne accès à des expéditions auxquelles, évidemment, il était impossible de prétendre avant. Mais voilà, on est quand même un peu assisté. La haute altitude reste difficile. Mais voilà, les Sherpas sont là. Sur le Denali, ce n'est pas le cas. Et donc, il y a une forme de satisfaction immense, surtout quand on a la chance d'arriver au sommet, puisque, comme je disais, c'est quand même pas mal une question de chance, puisque la météo va jouer un rôle important. Voilà. Eh bien, écoutez, s'il n'y a plus de questions, il me reste à vous remercier. Merci, merci à tous, hein, d'avoir été présents avec nous ce soir. Et puis, donc, on va faire bien sûr un replay de cette, voilà, de cette conférence. Merci encore. Excellente soirée à vous tous. Et à bientôt, donc, le 6 décembre avec David sur le Tibet. Allez, bonsoir à tous, hein.